OK. L'exercice numéro 1, une glace de poche circulaire de 5 cm de diamètre. Donc, voici. Donc, c'est 5 cm de diamètre, c'est cette longueur. Est posée sur une table. À 10 cm au-dessus et sur son axe se trouve un point lumineux S. Donc, ici, à 10 cm de cette longueur-là, ici, on a 5 cm comme étant le diamètre circulaire de la glace de poche. À 10 cm, la distance entre la glace de poche et un point lumineux S, donc ça est égal à 10 cm. Donc, de ici à ici, c'est-à-dire SN mesure 10 cm. On nous a demandé de calculer le diamètre de la tache lumineuse observée au plafond à 2,5 cm. Donc, le plafond, c'est là. Donc, vous regardez, donc, tout ça, c'est le plafond qui se trouve ici. Donc, on nous a dit le plafond se trouve, calculer le diamètre de la tache lumineuse. Donc, qui va apparaître sur le plafond ici. Donc, on nous a dit ça se trouve à une distance de 2,5 mètres. 2,5 mètres, ça correspond à 250 cm. À 250 cm. C'est-à-dire, de ici à ici, donc, cette hauteur est égale à 250 cm au-dessus de la table. Donc, ici, on suppose qu'ici, on a une table. Donc, quand j'étais à l'université, j'avais fait une table, mais ce n'est pas une obligation de faire la table. Donc, ici, on nous a dit cette longueur, c'est 6 cm. Et on nous a demandé de déterminer le diamètre que ça peut faire au plafond, le diamètre au plafond de la tâche. Donc, pour déterminer le diamètre, donc, premièrement, il faut tracer les rayons pour les sources lumineuses. Donc, une source de lumière émet des rayons. Donc, les rayons ici, donc, ce petit flèche-là nous indique le sens du rayon. Ici, ce petit flèche-là, le sens du rayon. Donc, ici, nous avons un rayon SI. Le rayon SI arrive sur l'une des extrémités de la glace à poche. Et ensuite, le rayon va réfléchir. Donc, le rayon va réfléchir dans cette direction. Ici, vous voyez bien, donc, ce petit flèche encore, ça nous indique le sens de l'autre rayon réfléchi. Donc, ici, le rayon s'oriente dans cette direction. Ici, on a le rayon SI et le rayon, ça monte dans cette direction-là. Voilà. Et de la même manière, donc, je peux seulement considérer cette partie pour travailler, mais aussi, je peux aussi, une source de rayons lumineux émet un ensemble de rayons, une source de lumière. Il n'y a pas seulement un rayon, donc ça peut émettre un ensemble de rayons, c'est-à-dire plusieurs rayons. Donc ici, là, je peux toujours choisir de faire l'exercice avec un seul rayon, ou bien, comment je peux dire ça, je prends un rayon pour représenter les autres rayons, mais il y a un ensemble de rayons. Pas seulement dans cette direction, dans ce sens que la source peut mettre un rayon. Ça peut être de l'autre côté aussi, comme ici là. Vous voyez le sens de la flèche, et ça tombe de l'autre côté et ça monte ici. Ça peut s'orienter aussi dans cette direction. Donc, si je fais seulement cette partie, donc c'est pas grave. Donc, ou bien si je fais seulement ça, c'est pas grave. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre où se forme le diamètre de la tâche. Donc, le diamètre de la tâche pour nous, c'est tout ça, toute cette longueur-là. C'est toute cette longueur-là. D'accord? Donc, c'est déjà prêt pour le schéma. Donc, c'est-à-dire, notre schéma-là, c'est terminé. Donc, vous regardez bien la largeur de la tâche. Ici, c'est bien la largeur de la tâche lumineuse. Donc, c'est ça qu'on va chercher. Donc, pour chercher ça, il y a des choses qu'il faut maîtriser sur des notions de base et sur les triangles rectangles. Donc, premièrement, il faut identifier un triangle rectangle. Deuxièmement, il faut identifier les différents côtés d'un triangle rectangle. Donc, ici, on va considérer deux triangles rectangles. Il n'y a pas seulement deux, il y a plusieurs, mais pour l'instant, on va considérer deux triangles rectangles. Premièrement, on va considérer le triangle rectangle SNI et le triangle rectangle I, voici I, I', N'. Donc, j'ai juste donné un nom, et des noms, tout ça, N'. Donc, avec ces deux triangles-là, donc, on va tout finaliser. Voilà. Donc, ici, il me semble que ça bug un petit peu. Voilà. Donc, premièrement,
Le triangle SN est rectangle en quel point? Le triangle SNI est rectangle en quel point, s'il vous plaît? Donc, vous pouvez me dire en quel point. Donc, vous pouvez utiliser l'espace chat pour me dire. Et deuxièmement, vous pouvez aussi utiliser le micro pour parler. Donc, dans un TD, tout le monde travaille. Donc, j'aime bien quand il y a des interactions entre vous et moi. Donc, j'aime bien ça. Donc, dites-moi en quel point le triangle, ce triangle-là est rectangle. Le triangle SIN est rectangle en quel point? En N. Voilà, le triangle est rectangle en N. Donc, il y a aussi un autre triangle que je vais considérer après le triangle SNI. C'est le triangle I'N'. Ce triangle-là est rectangle en quel point? Le triangle I'N'. N'. C'est en N'. Ok, très bien. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, nous allons déterminer le tangente de l'angle incident. Ici, on a un angle qui se forme de ce côté-là. On appelle cet angle I. Donc, ça va apparaître tout à l'heure. Il nous semble qu'il y a un petit blocage sur mon écran, je ne sais pas. Donc, de l'autre côté, ici, pour le triangle I'N', nous avons un angle ici qui s'appelle toujours l'angle I. Donc, et tout ça, c'est l'angle I. Donc, déterminez pour moi la tangente de l'angle I pour le triangle SNI. Ça donne quoi? La tangente de l'angle qui se trouve là. Donc, ça donne quoi? Donc, excusez-moi s'il vous plaît, désolé. Donc, je vais empêcher ça. Donc, la tangente de l'angle qui se trouve là, tangente de l'angle I, ça donne combien? Donc, vous pouvez utiliser, je vérifie, donc, ok, donc, égal à N+, c'était pour la première question. Donc, pour tangente, l'angle I dans le triangle SN, vous pouvez utiliser l'espace chat pour le dire, ou bien, ouvrir le micro. Vous pouvez ouvrir le micro, ou bien, vous utilisez l'espace chat pour me répondre. Le tangente, le sinus d'un angle dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est quoi? J'ai trouvé 0,25. Tu as trouvé 0,25? Tu as déjà fait le calcul? Ah, c'est bon. OK. Donc, premièrement, donc, maintenant, c'est noté. Donc, le diamètre de la tâche, c'est-à-dire le diamètre de tout ça, de cette partie qui se trouve là, est égal à 2 fois N' I' plus le diamètre de la grève de poche. Le diamètre de la grève de poche, c'est ça là. D'accord? Pourquoi 2 fois N' I'? Regardez bien, N' I', c'est ça. N' I'. Et ici, cette longueur, la longueur qui se trouve là, et c'est la même longueur que vous pouvez observer de l'autre côté là. C'est pour ça que j'ai noté 2 fois cette longueur-là. Et le diamètre de la glace de poche, c'est cette partie-là, c'est-à-dire cette longueur-là. Donc, le diamètre de la tâche, c'est de ici à ici. Donc, si vous n'avez pas vu le curseur, dites-moi. Donc, je pense que maintenant, ça va. La première... Okay. Donc, vous connaissez déjà le diamètre diamètre de la glace de poche. Donc, ce diamètre est égal à cette longueur-là, c'est 6 cm. Mais je ne connais pas donc la longueur de N' I'. Donc, c'est ça que je vais chercher. Pour trouver la longueur de N' I', donc, premièrement, donc, il me semble qu'il y a un petit souci. Donc, ça devrait afficher, donc, ça prend du temps. OK, bon, ça prend du temps. Ah, c'est quoi ça? Attendez, s'il vous plaît. OK, peut-être ça c'est plus de mon côté. OK, voilà, c'est bon maintenant.
Donc, le diamètre est égal, de la tâche est égal 2 fois N' I' plus 2 fois NI. Pourquoi 2 NI ici, là? Donc, normalement, ce n'est pas une obligation de noter du NI. Donc, je pouvais laisser seulement le diamètre de la glace qui est égal à 5 cm. Donc, si je mets 2 NI, NI, regardez, NI, si cette longueur est égale à 5 cm, NI, c'est la moitié de tout ça. C'est-à-dire, NI, c'est 2,5 cm. 2 fois 2,5, ça fait toujours 5 cm. Donc, maintenant, je vais chercher la valeur de N', Pour trouver N', premièrement, je prends la tangente de l'angle I dans le triangle SNI. Tangente de l'angle I dans le triangle SNI est égal à quoi? Le tangente, donc ici, c'est le côté opposé sur adjacent. Le côté opposé pour le triangle SNI, c'est ce côté-là, c'est-à-dire NI ou IN, à diviser par SN. Donc, ça me permet de prendre la tangente de l'angle I qui se trouve là. Donc, malheureusement, j'ai oublié de le noter. Donc, essayez de noter ça pour moi, s'il vous plaît. I, on a ici I, l'angle I. Tangente de l'angle I, c'est ce côté-là, divisé par ce côté-là. C'est très bien. Maintenant, pour le triangle I, N'. Donc, on va faire la même chose. On va prendre la tangente de l'angle I. La tangente de l'angle I pour le triangle I, N' est égale à N', donc N' qui se trouve ici, là, divisé par IN'. IN', c'est cette longueur-là, IN'. Donc, ici, on a tangente I, c'est-à-dire l'angle I qui se trouve ici, là, est égal à l'angle I qui se trouve là. Donc, ça dit c'est la même chose. Dans ce cas, je peux écrire cette partie-là est égale à cette partie-là. Donc, je peux écrire ça de cette manière. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair pour tout le monde? Dites-moi si vous avez compris jusqu'à maintenant là. Dites-moi, s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser l'espace chapeau, mais donc, je travaille comme ça. Donc, oui, pour l'instant, oui. Vous pouvez reprendre pour la deuxième tangente. Ok, je reprends pour toi. Donc, ici, premièrement, écrivez ça pour moi, s'il vous plaît. J'ai oublié de le noter. Donc, c'est considérons les triangles SNI et I'N. Donc, écrivez ça pour moi, quelque part. Même si vous aurez quand même le cours, c'est enregistré pour l'instant. Donc, vous aurez encore l'opportunité de regarder le cours. Et si vous avez des questions, donc même après, vous pouvez toujours m'envoyer les différentes questions que vous avez. Donc, pour ici, deuxième tangente I. Tangente I, premièrement, on considère le triangle SNI. Dans le triangle SNI, l'angle se forme ici. Si l'angle se forme ici, le côté en face de l'angle s'appelle côté opposé. Si c'est ça, si NI est le côté opposé, donc c'est-à-dire tangente, c'est côté opposé sur adjacent. Si ça, c'est opposé, adjacent, c'est ça. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Donc, le tangente de l'angle qui se trouve là, c'est le côté opposé sur adjacent, c'est-à-dire NI sur SN. Et l'autre tangente, c'est dans le triangle I'N'. Dans le triangle I'N', le tangente de l'angle I, c'est la même chose, c'est le côté opposé sur adjacent. Opposé, regarde l'angle. Voici l'angle. Le côté en face de l'angle, c'est ça. C'est I'N', c'est-à-dire c'est côté opposé sur adjacent. Si ce côté-là, c'est le côté opposé, adjacent, c'est ça. Donc, c'est-à-dire tangente I, c'est N', I' sur I'N'. Donc, ici, on a tangente I. Donc, les deux tangentes sont égales. Donc, ici, la tangente, l'angle I qui se trouve ici, là, est égal à l'angle I qui se trouve là. Donc, ça me permet de noter tout ça là est égal à tout ça. D'accord? Donc, ça me permet d'écrire cette relation-là. Donc, ici, je cherche N', I' dans tout ça. C'est seulement ça que je cherche pour terminer avec l'exercice. Donc, maintenant, ça me permet d'écrire de cette manière. N', I', cette partie-là, est égal à tout ça fois IN'. Tu vois, c'est tout ça fois IN'. Donc, je connais NI, je connais SN. Pourquoi NI, c'est quelle longueur? NI, c'est cette valeur-là. NI, c'est 2,5, moitié de
longue pour la diamètre de la glace de poche. La moitié, c'est NI, c'est 2,5. Je connais SN. SN, c'est la distance entre la source et la glace de poche. Donc, c'était 10 cm dans l'exercice. D'accord? Est-ce que je connais IN'? Oui, je connais aussi IN'. Pourquoi? Regardez, regarde IN'. IN', c'est cette longueur-là. C'est la hauteur de la glace de poche, la distance entre la glace de poche et le plafond. C'est-à-dire la distance de ici à ici. Donc, ça correspond à 250 cm. D'accord? Donc, c'est-à-dire, donc, j'ai toutes les valeurs. Donc, ça me permet de trouver ça. Donc, ici, pourquoi il y a 2? Donc, le diamètre le diamètre de la tâche est égal. C'est 2 fois cette partie. N'oubliez pas qu'ici, on a 2 fois N', I', 2 fois N', I', c'est-à-dire 2 fois tout ça. Je le note là. Plus 2NI, c'est-à-dire je reviens là. Donc, en remplaçant dans l'espace, donc je peux toujours, là, je peux remplacer toutes les lettres par le valeur, ou bien, donc, c'est pas une obligation de le factoriser, mais maintenant, donc, je le fais juste pour mieux simplifier mon calcul. Donc, ici, nous avons ici 2NI et ici 2NI. Je vais factoriser par 2NI. Ici, 2NI, je vais mettre ça en dehors de cette parenthèse. Il va me rester ici IN' sur SN, IN' sur SN, ça, plus 1. Pourquoi plus 1? Donc, pourquoi plus 1? Parce que le 2NI là, je le mets en dehors de cette parenthèse. Donc ça me donne tout ça. IN', c'est 250 cm. SN, la longueur entre la source et la glace du poche, c'est 10 cm plus 1. Je ferme la parenthèse, 2 fois NI. NI, c'est cette longueur-là. C'est 2,5, la moitié de tout ça. Donc ici, voici le résultat final. Donc, la diamètre de la glace de poche est égale à 130 cm. Donc, là, c'est terminé. Excusez-moi, pas diamètre de la tache lumineuse. Diamètre de la tache lumineuse, c'est-à-dire la diamètre de la tache lumineuse, le diamètre de la tache lumineuse que se trouve au plafond là, est égal à 130 cm. Donc, c'est terminé. Donc, c'est-à-dire, depuis là, je peux remplacer toutes les lettres par ces valeurs-là. Depuis ici là. Donc, vous allez trouver 130 cm. Donc, je laisse quelques minutes juste pour vous regarder un petit peu la résolution de l'exercice numéro 1. Et si vous avez des questions, donc je suis disponible pour toutes les questions. Essayez de partager encore le lien à d'autres personnes. Donc, c'est d'autres personnes, donc autant de fois possible. Dans les autres groupes aussi, dans le groupe 4, le groupe 3, donc, et comme ça, ce sera plus intéressant. C'est pour ça que je recommence vraiment, je commence par le commencement. Je commence dans l'exercice 1 pour faire 2, 3, 4 dessus. Donc, dites-moi si c'est clair pour vous, ou bien dites-moi où vous avez des difficultés. Est-ce que c'est la première ligne, donc pour vous aider un petit peu? Est-ce que c'est la première ligne? Est-ce que c'est la deuxième ligne? Est-ce que c'est dans cette partie? Est-ce que c'est là que vous avez des difficultés? Donc, dites-moi. Donc, sinon, il me faut environ 5 réactions. Si vous avez compris, 5 réactions. Donc, si vous avez compris, dites-moi ça dans l'espace chatroom pour avancer. J'ai une question. Oui. Mout, une question après. À la ligne 3, enfin, la première ligne où c'est écrit détache. C'est-à-dire ici, là. Oui, là. Oui. Ici? Le 2, c'est bien parce que la longueur, enfin, la tâche est symétrique. Enfin, on fait 2 parce que c'est la même chose de l'autre côté. Exactement. C'est exactement ça. C'est parce que c'est la même chose de l'autre côté. Donc, je le multiplie par 2. C'est très, très, très bien. Merci encore. Je pense que cette question, ça va aider aussi les autres. C'est très bien. C'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Monsieur? Oui.
pourquoi en fait, moi je ne comprends pas pourquoi tangente I c'est égal Alors, à N, parlez un I, petit S. peu plus fort. Je ne comprends pas pourquoi la tangente de I, où c'est égal à NI sur SN, est égal à l'autre tangente de I, là. N', I' sur IN. Ok, ça Pourquoi dit, c'est donc, égal? pour cette partie-là, ici, là. Oui, justement. Voilà. Ok, donc tu n'as pas compris ça, très bien. Donc ici, dans un triangle rectangle, donc la tangente d'un angle dans un triangle rectangle est égale au côté opposé sur adjacent. Dans un triangle rectangle, premièrement, il faut identifier trois côtés. Les trois côtés sont côté hypoténuse, opposé et adjacent. Le côté hypoténuse, c'est ce côté-là, le côté le plus long. C'est ce côté-là. Dans un triangle rectangle, le côté le plus long s'appelle hypoténuse. Et le côté opposé. Le côté opposé, c'est le côté en face de l'angle. Voici l'angle. Voici l'angle, c'est ça l'angle. L'angle est ici. Donc, regardez bien si vous avez vu le curseur. Le côté en face de l'angle, c'est ça là. Ouais. On appelle ce côté opposé. Donc, c'est une façon pour mieux identifier le côté opposé. Donc, pour ne pas prendre le côté adjacent pour le côté opposé ou bien pour le côté hypoténuse. Donc, ici, le côté opposé, c'est ça. Tu vois l'angle? Donc, je continue. Tu vois ce côté-là, c'est le côté opposé. Si ça, c'est le côté opposé, ici, ça, on a le côté hypoténuse. Donc, adjacent, c'est bien ça. Donc, tangente de l'angle I, c'est le côté opposé sur adjacent. Opposé, c'est ici. N'I', sur le côté adjacent, c'est ce côté-là. C'est-à-dire, donc, moi, ce côté-là, le côté adjacent, c'est ça. C'est IN'. Donc, c'est pour ça, c'est ça qui me donne ça. Hein. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris ça, mais ma question c'était, pourquoi tangente I du triangle N'I', est égale à la tangente I de SNI? C'est ce que je demandais en fait. Ok, c'est très bien, très bien, très bien. C'est pareil. Oui, c'est pourquoi? C'est à cause de l'angle. L'angle I qui se trouve ici, là, c'est la même chose par rapport à l'angle I qui se trouve là. Donc, il y a deux choses qu'il faut faire, mais je peux faire ça de l'autre côté. Il y a ce qu'on appelle l'angle alterne interne. Donc, je vais voir, je peux noter ça quand même. Hein. Je vais voir, Parce que je comprends plus de toi. Donc, je peux noter, dessiner. Ok, attendez. Donc, je fais ça. Donc, ici, bon, par exemple, si on a ça, voilà, on a quelque chose comme ça. Donc, ici, l'angle qui se trouve là, la façon dont je le fais, donc, c'est pas trop joli. Donc, quand même, c'est ça. L'angle qui se trouve là est égal à l'angle qui se trouve là. Ici, l'angle qui se trouve là, la valeur de l'angle qui se trouve là est égale à la valeur de l'angle qui se trouve là. D'accord? Et de la même manière, la valeur de l'angle qui se trouve de l'autre côté là est égale à la valeur de l'angle qui se trouve de l'autre côté là. Donc, même si ce n'est pas trop joli, donc je pense que vous l'avez vu quand même. On appelle ça l'angle alterne interne. Donc, regardez un petit peu pour nous après le cours sur des propositions sur l'angle alterne interne. On dit les angles alternes internes sont égaux. Et deuxième possibilité pour identifier les autres angles, ici, si vous avez quelque chose comme ça, on a ça, on a de l'autre côté ça. OK? Donc, ici, l'angle qui se trouve ici, là, doit être égal à l'angle. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc, éteindre le micro pour nous pour un petit moment, s'il vous plaît. L'angle qui se trouve ici, là, est égal à l'angle qui se trouve de l'autre côté, là. On appelle ça l'angle opposé par le sommet. Les angles opposés par le sommet sont égaux. C'est-à-dire, si l'angle qui se trouve là est égal à 20 cm, l'autre qui se trouve là est égal aussi à 20 cm. Si l'angle qui se trouve là est égal à 30 cm, l'autre aussi est égal à 30 cm. Donc, ce que vous devez faire après le cours, ou encore, regardez pour nous l'angle opposé et l'angle alterne interne. Donc, les angles opposés et les angles alternes internes. Donc, c'est ce petit théorie-là. Donc, on m'a dit, monsieur, le 1 sort où? OK, j'ai une autre question. Le 1 sort où? Très bien. Très bien. Le 1 sort où? Regardez bien pour nous, s'il vous plaît. Donc, ça dit, c'est ici, là.
nous avons le diamètre de la tâche est égal à 2 fois NI sur SN, II' plus 2 NI. Maintenant, je factorise par 2 NI. Donc, ce n'est pas une obligation de faire cette factorisation, ce n'est pas une obligation. Dès que vous arrivez là, vous pouvez remplacer toutes les lettres, vous connaissez les longueurs NI, SN, IN', donc là, c'est terminé. Donc, moi, j'ai choisi de faire cette factorisation, mais ce n'est pas une obligation. Donc, ici, j'explique pourquoi. Pourquoi il y a 1 là. Regarde, on factorise pas. Ici, nous avons 2 NI ici. De l'autre côté, nous avons ici encore 2 NI. D'accord? Je mets 2 NI en dehors de cette parenthèse. Le 2 NI qui se trouve là et le II', tout ça là, je l'écris là. Plus, pourquoi le 1? Parce que le 1 remplace, ici c'est pour le 2 NI que j'avais là. Comme je mets ce 2 NI là en dehors de cette parenthèse, donc ici à la place de 2 NI qui se trouve là, je mets 1. Donc si je veux enlever la parenthèse, j'aurai 2 NI fois tout ça, donc qui me donne ça, plus le 2 NI fois 1 qui me donne 2 NI. Donc, c'est-à-dire, si j'enlève la parenthèse, donc j'aurai quelque chose comme ça, j'aurai ça. D'accord? Est-ce que tu as compris et le 1? Donc, si tu n'as pas bien compris, dites-moi. Hein? La personne qui m'a posé cette question, est-ce que c'est OK, d'accord, c'est bien. Donc, on continue. Donc, c'est-à-dire, voir, c'est terminé pour l'exercice 1. On va avancer pour l'exercice 2. S'il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Voilà. Il y a d'autres personnes qui rentrent. Donc, je ferme cette partie, je ne le veux pas. Voilà. Donc, l'exercice. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je vais m'enlever. L'exercice numéro 2. Maintenant, on va partir sur l'exercice numéro 2. Regardez pour nous l'exercice numéro 2, s'il vous plaît. Donc, prenez quelques minutes pour regarder pour nous l'exercice numéro 2. Donc, je devrais enlever tout ça là. C'est des exercices qu'on a déjà fait. Ça m'angoisse un peu, quoi. L'exercice numéro 2. Et puis, genre, c'est de la physique. Ton micro. J'ai pas envie de faire ça. Fermez vos micros, juste pour éviter des échos. L'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. Voilà. Un rayon lumineux tombe sur un système de 2 miroirs plans faisant entre eux un angle alpha. Il subit 2 réflexions successives. Calculez l'angle du rayon incident avec le rayon 2 fois réfléchi. Montrez alors qu'il est indépendant de la direction du rayon incident. Donc, j'ai commencé le schéma. Alors, je vous laisse terminer. Essayez pour l'exercice numéro 2, donc j'ai déjà fait cet exercice. Donc, je vous donne quelques minutes pour bien regarder l'exercice. Prenez vos stylos et du papier. Donc, pour qu'on puisse avancer et travailler ensemble. Donc, je vous donne quelques minutes pour lire l'exercice numéro 2 et commencer à réfléchir sur l'exercice numéro 2. Et en même temps, si vous avez des questions sur l'exercice numéro 2, vous pouvez toujours utiliser l'espace chatroom pour échanger avec nous. La première chose qu'il faut faire, c'est le schéma. Donc, en optique, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Sinon, donc, tout s'explique par un schéma. La première chose, c'est ça qu'il faut faire. Essayez de comprendre aussi le schéma. Si vous n'avez pas compris le schéma, donc je suis là juste pour vous aider à comprendre le schéma. Un rayon lumineux tombe sur un système de 2 miroirs. Justement. Oui. Un rayon lumineux tombe sur un système de 2 miroirs faisant entre eux un angle alpha.
Donc, ici, nous avons un miroir M1, je note ça miroir M1. Donc, ici, de l'autre côté, miroir M2. Donc, on nous a dit que les deux miroirs forment un angle alpha. Voici l'angle que forme entre les deux miroirs. Donc, cet angle s'appelle l'angle alpha. Donc, ça peut être bêta, tout ça. C'est juste un nom. On nous a demandé de calculer l'angle du rayon incident avec le rayon deux fois réfléchi. Ouais, le rayon, il y a l'angle du rayon incident avec le rayon deux fois réfléchi. Donc, pour déterminer l'angle, pour tracer le rayon incident, donc le rayon incident, c'est le rayon donc, qui va arriver sur le premier rayon qui va arriver sur la surface du miroir M1. Donc, ici, voici le sens, ce petit flèche-là. Donc, ça nous donne le sens du rayon incident. Donc, ici, je trace les normales. Ici, on a tout ça, N1, et de l'autre côté, on a N2. Donc, ce sont des droites perpendiculaires. Donc, dit perpendiculaire, c'est-à-dire dire que ça forme un angle de 90 degrés par rapport à la surface du miroir. Donc, on suppose que c'est 90 degrés. Si ce n'est pas trop parfait sur mon schéma, donc essayez de le faire bien. Essayez de le faire bien. Monsieur, je n'ai pas compris le schéma. Oui, c'est ça que je suis en train d'expliquer là. Donc, c'est normal, il y a des petits points. Donc, je devrais enlever tout ça pour commencer à zéro. Mais la première chose, on nous a dit, regardez bien, on nous a dit un système de deux miroirs plans. Regarde, deux miroirs plans. Premièrement, pour l'instant, regarde ça. Voici un premier miroir, deuxième miroir. Pourquoi je fais les deux miroirs comme ça? Parce qu'on m'a dit que les deux miroirs forment un angle alpha. Pour l'instant, regarde, ce que vous devez regarder pour l'instant, miroir M1, miroir M2 qui forment un angle alpha. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Donc, les deux miroirs forment un angle alpha. Deuxièmement, je trace, premièrement, la normale pour le miroir M1 et deuxièmement, normale pour le miroir M2. Normale, c'est une droite perpendiculaire par rapport au miroir que je dois tracer. Donc, même si ce n'est pas trop parfait sur mon schéma, essayez de le faire bien. Une droite perpendiculaire au miroir M1, voici pour ce miroir-là, on appelle ça normal. Et une autre droite perpendiculaire pour le miroir M2, ici encore, normal. Donc, pour l'instant, ne tenez pas compte de I1, I2, I3. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore tout. J'ai expliqué les deux miroirs qui forment un angle alpha avec normal N1, normal N2. Donc, maintenant, je vais tracer un rayon incident qui va arriver à la surface du miroir N1. Donc, un rayon incident. Voici le rayon. Je trace une droite ici. Cette droite arrive ici, là, sur la surface du miroir N1. Donc, ça dit miroir M1, normal N1. Ensuite, en arrivant ici, le rayon va réfléchir. C'est pour ça qu'on parle de double réflexion à cause des deux miroirs. Ce rayon-là va réfléchir. Donc, comme c'est un miroir, donc la surface est très lisse, c'est poli. Donc, le rayon va s'orienter dans cette direction. D'accord? Donc, ici, voici le sens de la flèche. Voici le rayon. Attendez quelques minutes. Donc, le rayon sort ici et le rayon est réfléchi sur l'autre miroir. En arrivant sur l'autre miroir aussi fait réfléchir le rayon. Donc, ici, on appelle ça première réflexion et vous aurez une autre réflexion. Donc, c'est pour ça, dans cet exercice, on nous parle de double réflexion. Donc, ici, double réflexion, l'autre rayon va aller dans ce sens. Ici, nous avons l'autre rayon. Donc, ici, rayon incident, rayon réfléchi, rayon réfléchi. Donc, ici, première réflexion pour le miroir M1, deuxième réflexion pour le miroir M2. Donc, en gros, c'est tout ça le schéma de l'exercice. Oui, pour la question maintenant. Oui, pour la question. Oui, allô? OK. Donc, est-ce que c'est clair pour le schéma? Est-ce que c'est clair pour vous, le schéma? CDN. C'est bon, tu veux dire. OK, voilà. OK. OK, c'est bon. Ça veut dire c'est bon. Donc, je suppose que c'est ça. Hein? Donc, voici le schéma de l'exercice. Donc,
deux miroirs forment un angle alpha, premier miroir, deuxième miroir. Donc ici, on trace la normale pour le premier miroir, normal pour l'autre miroir. Et après, je trace le rayon incident qui va arriver sur la surface du miroir M1 et le rayon est réfléchi sur le miroir M2. Et ici, le miroir M2 fait réfléchir à nouveau le rayon. Dans ce cas, on parle de double réflexion, c'est-à-dire deux réflexions successives. Quelle est la question posée? Donc, je cherche la question. Calculer l'angle du rayon incident avec le rayon deux fois réfléchi. L'angle du rayon incident, où est le rayon incident? Voici le rayon incident. Avec le rayon deux fois réfléchi, c'est ce rayon-là. Donc, c'est-à-dire, on me demande de trouver l'angle qui se trouve ici, là. Donc, c'est-à-dire, on me demande de trouver l'angle I3. D'accord? Et après, on m'a dit montrer alors qu'il est indépendant de la direction du rayon incident. La première chose, donc, on fait le schéma et on cherche à comprendre le schéma. Donc, on fait le schéma et après, on cherche à comprendre le schéma. Donc, ici, je trace tout ça. Donc, ça, ici, I1, c'est-à-dire I1, cette langue qui se trouve là, je note ça I1. Et l'angle qui se trouve ici, là, donc, je l'appelle aussi I1. C'est-à-dire, donc, la normale qui se trouve là divise cet angle en deux parties. On a I1 ici, I1 ici. De l'autre côté, là, on a I2 ici, I2 ici. Donc, on suppose que c'est la même chose. I2 ici, I2 ici. Donc, ici, on a I3. On nous a demandé de trouver I3. Pourquoi c'est I3? Donc, je refais un petit peu encore la question. On m'a dit calculer l'angle du rayon incident. Le rayon incident, c'est le premier rayon. Voici le rayon incident, ce rayon-là. L'angle que forme le rayon incident avec le rayon deux fois réfléchi. Le rayon deux fois réfléchi, c'est ce rayon-là. Excusez-moi, c'est ce rayon-là. Pourquoi il est deux fois réfléchi? Ici, première réflexion, deuxième réflexion. Donc, l'angle, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, je vais déterminer la valeur de I3. Donc, on continue pour voir ce que ça donne. Premièrement, il faut considérer toujours, on travaille avec les notions de triangle. Si vous avez oublié les notions de triangle, c'est important d'essayer de familiariser avec, parce que c'est ça le plus important. Premièrement, on va considérer deux triangles, toujours dans le cas de cet exercice. Considérons les triangles N1, O, N2. Voici ce triangle-là. D'accord? Mais pour l'instant, donc, ce ne sont pas des triangles rectangles. Deuxième triangle. Le triangle N1, N2, C. J'appelle ce point C. Vous voyez, donc, nous considérons ce triangle-là et l'autre triangle. Maintenant, avec les deux triangles, on va tout finaliser l'exercice. On aura tout ce qu'il faut avec les deux triangles. Voilà. Donc, pour l'instant, pour le triangle N1, O, N2, nous avons ça. N'oubliez pas, dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc, des notions que vous avez vues depuis en classe de troisième, peut-être vous avez oublié tout ça. Donc, c'est dans un triangle rectangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Mais 180 degrés, c'est pi. En degrés, pi est égal à 180 degrés. En radian, pi est égal à 3,14. Donc, il y a 3,14 derrière le 14 de l'autre chiffre encore. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas confondre, qu'il ne faut pas oublier. La somme des angles est égale à 180 degrés, c'est-à-dire l'angle N qui se trouve là, plus l'angle O, plus l'angle N2 est égal à 180 degrés, quel que soit le triangle. Donc, ça me permet d'écrire tout ça. Ça me permet d'écrire pi sur 2 moins I1. Pourquoi pi sur 2? 180 degrés, c'est pi est égal à 180 degrés. En degré et en radian, c'est 3,14. Pi sur 2, ça correspond à 90 degrés. Donc, au lieu d'écrire 90 degrés, je peux écrire pi sur 2. Parce que si pi c'est 180 degrés, la moitié de 180 degrés, ça donne pi sur 2, ça donne 90. Voilà. Pourquoi ici, on a pi sur 2 moins I1? Pi sur 2 pour l'angle N1. L'angle N1, c'est pi sur 2 moins I1. Pourquoi? Donc, je veux déterminer l'angle qui se trouve là.
N'oubliez pas cette droite-là, la normale. C'est une droite perpendiculaire. Si une droite comme la normale, ici, on dit normale, c'est normal par rapport au miroir M1. Donc, si on demande, dans le cas d'un cours d'optique, quand on parle de normal, c'est une droite perpendiculaire à une surface quelconque. Deux droites perpendiculaires forment un angle de 90 degrés. C'est-à-dire que ici, la normale par rapport à miroir, ça forme un angle de 90 degrés. De ici à ici, ça donne 90 degrés. 90 degrés de ici à ici, c'est pi sur 2. D'accord? C'est ça qui donne 90 degrés. Donc, si je veux déterminer cet angle, l'angle I1 ici est égal à cet angle-là moins cette partie-là. D'accord? Donc, c'est-à-dire, l'angle qui se trouve là est égal à pi sur 2 moins I1 qui est là. Parce que tout ça, ça c'est I1, ça encore c'est I1. Je vous ai dit ça dès le début. Donc, ça me permet de trouver l'angle N1. L'angle N1 est égal à tout ça. C'est pi sur 2 moins I1. Plus l'angle O. L'angle O, c'est alpha. Je mets alpha. Plus l'angle N2. Je vais faire la même chose. N2, c'est pour trouver N2. L'angle N2, c'est cette partie-là. Pour trouver cette partie-là, donc, voici la normale. Donc, c'est pas trop joli. Hein? Essayez de bien faire ça pour moi. Donc, parce que c'est pas trop joli sur mon schéma. Hein? La normale N2 là. Donc, ici, c'est-à-dire, si cette droite, c'est la normale, c'est-à-dire de ici à ici, ça forme un angle de 90 degrés. 90 degrés, c'est pi sur 2. Donc, c'est-à-dire, si je veux déterminer l'angle seulement pour cette partie, ça doit être égal à pi sur 2 moins cette partie. Comme ça, il va me rester seulement la valeur de cet angle. Donc, ici, on a pi sur 2 moins I2. I2, c'est ça. Ici encore, on a I2. Est égal à pi, et ça, c'est-à-dire est égal à 180 degrés. La somme des angles est égale à 180 degrés dans un triangle rectangle. D'accord? Donc, c'est-à-dire ici, nous avons ça. Ici. Donc, Monsieur. Oui, attendez, ici, on a l'angle N1 plus alpha, l'angle N2, tout ça égale à 180 degrés. Oui. Oui, tu as une question? Est-ce qu'on est obligé d'écrire ça pi sur 2 moins I1? On peut pas s'arrêter à N1 plus O plus N2? Donc, N1, c'est N1 que, par exemple, ici on a N1. C'est N1 que je remplace par pi, l'angle N1 qui est égal à pi sur 2 moins I1. Parce que l'objectif, c'est de trouver la valeur de l'angle I3. À quoi correspond I3? D'accord? Donc, si je laisse ça comme ça, D'accord. donc, il faut avancer juste pour trouver les autres angles. Donc là, c'est la formule générale que je mets dans un triangle. La somme des angles égale à 180 degrés. Donc, je mets somme des angles égale 180 degrés. D'accord? Et après, donc, j'ai décrit N1, c'est tout ça. Plus O, c'est alpha. N2, c'est tout ça. Égal à pi. Pi, c'est 180 degrés. D'accord? Et ensuite, et ça me donne... Ah, pourquoi ça ne bouge pas? Donc, je vais enlever cette partie pour voir. Voilà. Et ensuite, ça me donne... Bon, il est un petit peu... Voilà. Ça me donne ça, tout ça là. Pourquoi ça me donne ça là? Regardez bien sûr. Ici, nous avons pi moins I1 plus alpha moins I2 est égal à pi. Ici, nous avons pi sur 2 plus pi sur 2. Pi sur 2 plus pi sur 2, ça donne pi seulement. Pourquoi ça donne pi? Je pense que vous avez compris ça, mais quand même, je fais une petite... pi sur 2 dit pi sur 2 plus pi sur 2. Ici, donc, je fais une petite marche arrière en classe. Donc, ici, on a deux fractions de même dénominateur. Donc, je conserve le dénominateur, c'est-à-dire 2, 2, et j'additionne le numérateur. Pi plus pi, ça donne 2 pi.
Donc, j'additionne le numérateur. Ici, on a 2 au numérateur, 2 au dénominateur. Donc, il va me rester, je simplifie par 2, il va me rester seulement pi. C'est ça que je fais. Donc, j'additionne pi sur 2 qui se trouve là avec l'autre pi sur 2. Donc, ça me donne pi. Donc, maintenant, et après, je mets moins I2, moins I1 plus alpha, c'est ça, et ensuite moins I2. Voilà. Maintenant, là, donc, ici, ça, je continue. Je peux faire transposer le pi qui se trouve là. Je peux le transposer pour le mettre à droite de l'autre pi. Ici, si on a pi, ici, on a plus pi par transposition, ça devient moins pi. D'accord? Donc, si on transpose, ça devient moins pi. Donc, vous allez voir. Donc, et comme ça, ici, vous aurez pi moins pi, ça donne 0. Et alpha va être égal à I1 plus I2. Alpha va ici, vous aurez comme alpha est égal à I1 plus I2. C'est-à-dire, ici maintenant, alpha est égal à I1 plus I2. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, c'est-à-dire, regardez bien, vous essayez de transposer le pi qui est là. Donc, je le trace, juste pour bien identifier. Donc, le pi qui se trouve là, je vais le transposer ici. Donc, j'aurai moins pi ici. Et ensuite, pi moins pi, ça donne 0. Comme ça, j'aurai tout ça égale 0. C'est-à-dire, donc, je peux écrire alpha est égal, je transpose moins i, ça devient plus i. Je transpose moins i2, ça devient plus i2. Donc, c'est-à-dire, alpha va être égal à i1 plus i2. Donc là, j'ai trouvé la valeur de alpha. Dans le triangle N1, dans le triangle N1, O, N2, j'ai trouvé la valeur de alpha. Maintenant, je vais travailler à l'autre triangle. Quel triangle? Le triangle N1, N2C. Dans le triangle N1, N2C, nous avons ça. Nous avons ici 2i1 plus 2i2 plus i3 égale à pi. Pourquoi ça me donne cette valeur? Pourquoi? Dans un triangle, le triangle N1, N2C, donc ça forme un triangle. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. 180 degrés, c'est pi. Donc, c'est-à-dire, ici, la somme des angles pour ce triangle, c'est l'angle N1. N1 ici, c'est I1 plus I1, ça donne 2I1. Ici, plus N2. N2 ici, c'est I2 plus I2, ça donne 2I2, plus I3. Toute cette somme est égale à pi. Donc, ça me permet d'écrire I3 est égal, c'est pi, je transpose tout ça. Donc, ça devient moins 2 facteur de I plus I1 plus I2. Donc, je vais juste factoriser par 2 là. Je transpose, ça me donne ça. Donc, du coup, I1 plus I2, c'était quelle valeur? I1 plus I2, c'était alpha. Je remplace I1 plus I2 par alpha. Voici alpha. Donc, il me reste I3 est égal à pi moins 2 alpha. Donc, voici la valeur de l'angle du rayon incident par rapport aux 2 fois du rayon réfléchi. Donc, c'est cette valeur qu'on nous a demandé de trouver, de chercher. Donc, voici le résultat. C'est là. Là, c'est terminé. C'est ça qu'on m'a demandé. I3 est égal à pi moins 2 alpha. Donc, ce n'est pas compliqué. Pour comprendre ça, il ne faut pas oublier que la somme des angles d'un triangle rectangle est égale à 180 degrés. Seul ça qu'il faut maîtriser. Seulement ça. Et après, oui. Pourquoi on a mis 2i1 et 2i2? Voilà. Pourquoi 2i1, 2i2? Dans le triangle N1, N2 et C, pour cette partie-là, maintenant je travaille cette partie, pour cette partie-là, maintenant je suis là. Donc ici on a 2i1, pourquoi? Ici on a I, ça ici, ça c'est I1, là encore c'est I1, les deux sont égaux. Donc ici ça me fait 2i1 ici, I2, I2, ça me fait 2i2, plus I3. On a un seul I3. Est égal, la somme des angles est égale à 180 degrés, c'est-à-dire la somme des angles est égale à pi. Donc après, je fais I3 est égal à pi, moins, je transpose tout ça, je factorise par 2 et ça me donne ça. Donc pourquoi? I1 plus I2, c'était alpha.
Je remplace I1 plus I2 par alpha, ça me donne 2 alpha. OK? Et après, on nous a dit, montrer alors qu'il est indépendant de la direction du rayon incident. C'est-à-dire, montrer que l'angle du rayon incident avec le rayon 2 fois réfléchi est indépendant de la direction du rayon incident. Donc, oui, l'angle est indépendant du rayon incident parce que, donc, regardez bien dans la solution, I3 est égal à pi moins 2 alpha. Donc, c'est-à-dire I3 ne dépend pas de I3 aussi ne dépend pas de I1 et de I2. Donc là, il est indépendant de I1 et I2. Donc, dans la solution, pi moins 2 alpha, c'est-à-dire il est dépendant du alpha et de pi, mais il est indépendant de I1 et I2. Oui, il est indépendant. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, il y a une question? Oui, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît, monsieur. Je n'ai pas entendu. C'est quoi? Il a demandé si vous pouviez répéter. OK. Si je peux reprendre l'exercice, n'est-ce pas, l'explication? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? OK. J'ai un message. Je vérifie le message pour voir. OK. On ne passe pas les angles. OK. Ce n'était pas à moi directement. Donc, un petit rappel sur l'exercice numéro 2. Donc, c'est déjà terminé. Maintenant, un petit rappel. L'exercice numéro 2. Voici le schéma de l'exercice numéro 2. On m'a dit premièrement, et dans un rayon lumineux tombe sur un système de deux miroirs plans faisant entre eux un angle alpha. Donc, voici le premier miroir plan, deuxième miroir plan. Donc, les deux miroirs forment un angle alpha entre eux. Voici, premier miroir, deuxième miroir. Donc, voici l'angle alpha. Et après, je trace la normale pour le miroir M1, normale pour le miroir M2. Normale, c'est une droite perpendiculaire, mais sur mon schéma, ce n'est pas trop parfait. Donc, vous pouvez faire ça très bien. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est perpendiculaire. Vous savez comment tracer une droite perpendiculaire, c'est de le faire bien. Une droite perpendiculaire pour normale par rapport au miroir M1, une autre droite perpendiculaire normale par rapport au miroir N2. Et après les deux droites, donc je peux maintenant déterminer les marches pour les rayons incidents. Donc, on m'a dit premièrement, le rayon incident tombe sur un système de deux miroirs. Premièrement, voici mon rayon incident. Ça tombe sur le miroir M1 d'abord. Et en arrivant sur le miroir M1, la lumière, le rayon est complètement réfléchi. Donc, le rayon est réfléchi vers le miroir M2. D'accord? Donc, ici, le rayon incident et le rayon réfléchi. Ça, c'est la première réflexion. Et le miroir M2 fait réfléchir le rayon, faire réfléchir le premier rayon réfléchi. Donc, ça devient une double réflexion. Donc, le rayon est réfléchi à nouveau. Donc, on me demande de trouver l'angle que forme le rayon incident avec le rayon deux fois réfléchi. Le rayon deux fois réfléchi, c'est ça, c'est I3. L'angle, c'est I3. On me demande de trouver I3. Donc, pour trouver I3, je considère le triangle N1ON2 et deuxièmement, le triangle N1N2C. Je donne ça un nom. Je peux l'appeler AB, mais je donne un nom C. Donc, maintenant, on sait bien que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. 180 degrés, ça correspond à phi, c'est-à-dire l'angle N1 plus l'angle O plus l'angle N2 est égal à pi. Pi, c'est 180 degrés. Donc, l'angle N1 est égal à quoi? Dans le triangle N1ON2. Donc, c'est cette valeur-là, c'est ça N1. N'oublie pas que je suis dans le triangle N1ON2. Donc, c'est-à-dire, ici, ici à ici, ça donne pi sur 2, moins cette partie, c'est ça qui va me donner cette partie. C'est-à-dire, je veux seulement ça, c'est le total, tout ça,
moins cette partie. C'est-à-dire c'est pi sur 2 moins I1. Pourquoi? Parce que ça, c'est I1. Le I1, je devrais le mettre là, hein, c'est sur ça là. Peut-être c'est mal positionné mon I1. Donc, je vais corriger ça quelques minutes. Donc, le I1, c'est là. C'est-à-dire que c'est I pi sur 2 moins I1 plus alpha. C'est l'angle qui se trouve là. Plus l'angle qui se trouve là. C'est-à-dire c'est la même chose. C'est pi sur 2 moins I2 est égal à 180 degrés. 180 degrés, c'est pi. Donc, ça me permet d'écrire, je fais pi sur 2 plus pi sur 2 est égal à pi. Parce que tout à l'heure, là, j'avais pi sur 2. Pi sur 2 plus pi sur 2 est égal à pi. Donc, ici, j'avais pi sur 2 ici. Donc, pi sur 2 plus pi sur 2 est égal à pi. Donc, tout ça là, pi sur 2 ici plus pi sur 2, ça donne pi. Moins I1, c'est là. Plus alpha, c'est ça là. Moins I2 est égal à pi. Maintenant, je vais transposer le pi qui se trouve à gauche de l'égal. Voici l'égalité. Je prends le pi là, je vais le transposer ici. Donc, comme ça, j'aurai quoi? J'aurai I moins I1 plus I2 et plus alpha moins I2 est égal à pi moins pi. Pi moins pi, ça donne 0. Donc, de ce fait, c'est-à-dire j'aurai tout ça est égal à 0. C'est-à-dire alpha peut être égal à I1, je transpose moins I1, ça fait I1. Je transpose moins I2, ça fait I2. Donc, alpha est égal à I1 plus I2. Donc, maintenant, je connais alpha. Donc, je viens dans le triangle N1, N2, NC pour trouver la valeur de l'angle I3. I3 est égal à quelle valeur? I3 est égal à 2, c'est N1, l'angle N1, plus l'angle N2, plus l'angle C. L'angle N1, c'est I1 plus I1 là, ça fait 2I1. I1, I2 plus I2 là, ça fait 2I2 plus I3. Et tout ça est égal à pi. Donc, ça me permet d'écrire I3 est égal à pi moins tout ça. Donc, ici, le 2, I1, 2, I2, je peux factoriser ça par 2. I1 plus I2, ça donne alpha. Donc, ça me permet d'écrire I3 est égal à pi moins 2 alpha. Donc, c'est ça le résultat final. Et après, on m'a demandé de montrer qu'il est indépendant de la direction du rayon incident. Oui, il est indépendant de la direction du rayon incident. C'est-à-dire, donc, je peux écrire ça comme ça. I3 est égal à ça. Depuis là, c'est terminé. Pour montrer qu'il est indépendant du rayon incident, donc, je remplace I1 plus I2 par alpha là. Donc, dans le résultat final, là, donc, là, c'est indépendant. Pourquoi c'est indépendant? Parce que dans le résultat, le I3, là, il ne dépend pas de I1. D'accord? Donc, il dépend de l'angle alpha, l'angle qui forme entre les deux rayons, entre les deux miroirs. L'angle qui forme entre les deux miroirs, c'est cet angle-là, c'est l'angle alpha. Donc, essayez d'écrire ça pour moi. Donc, I1 est indépendant de l'angle incidence, c'est-à-dire l'angle I1 et I2. Donc, mais pas I1, I3, mais I3 est dépendant de alpha. Il ne dépend pas de l'angle incidence, c'est-à-dire du rayon incident. Donc, est-ce que c'est clair pour vous l'exercice 2 pour que je puisse avancer à l'exercice 3? Donc, s'il y a des questions, vous pouvez toujours poser toutes les questions pour lui dire, donc voici si c'est cette ligne, cette partie où vous avez des difficultés. Ne vous inquiétez pas, essayez de faire le maximum d'efforts possible pour comprendre. Donc, je ne suis pas trop pressé, le plus important, c'est de comprendre. OK, donc, alors, j'attends 4 réactions. J'ai déjà une première réaction de Stacy. Oui, c'est bon, monsieur, pour moi. Voilà, elle m'a dit c'est bon. Donc, et encore, je viens 4 réactions en plus. Donc, pour savoir si je peux... Oui, c'est bon. OK, deuxième personne, troisième personne. Il me manque encore 2. Il me manque encore une autre personne. Une autre personne pour avancer à l'exercice numéro 3. Voilà. Donc, l'exercice numéro 3. Commencez à regarder pour moi l'exercice numéro 3, s'il vous plaît. Commencez à regarder pour moi l'exercice numéro 3. Monsieur, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui, oui. C'est par rapport au CC qu'on aura là. Mais je ne comprends pas pourquoi le monsieur le met jeudi, sachant que c'est maintenant qu'on fait
les TD en fait. Bon, et alors je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, donc sur Ouais. cette question, mais c'est important. Donc, je pense que tout le monde attend une réponse, hein. Donc, Il a mis c'est justement, il a parce mis que le n'oubliez contrôle. pas, donc par rapport aux classes virtuelles, donc il faut regarder bien. Maintenant, je travaille sur Zoom, c'est juste pour vous faciliter. Parce que généralement, donc, je ne peux pas entrer dans une classe comme ça. Peut-être s'il y a une autre personne, il y a une autre intervenante dans la classe virtuelle. Donc, ça demande une certaine préparation. Alors, je devrais planifier ça. Donc, normalement, ce n'est pas sous ma responsabilité, normalement. Donc, ça devrait planifier avant, mais ce n'était pas trop évident. Donc, parce que dans toutes les classes virtuelles, il y a déjà des intervenants, donc c'était déjà préparé. Donc, même si je voulais vous contacter pour savoir vos disponibilités aussi, juste pour vous proposer 7 heures, mais donc c'était pas trop évident. Donc, mais l'examen vendredi, et pas vendredi, jeudi là, et après, je vais essayer de l'appeler, et comme ça, vous serez au courant. Vous serez au courant, je vais essayer de l'appeler. Parce que normalement, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit que c'était pour les étudiants, parce que le jour de l'examen, il y avait une manifestation. Donc, ça a créé une forte embouteillage du côté de Bermaro, tout ça. Donc, il y avait des absents là, par rapport à cette manifestation. Donc il m'avait, la dernière fois, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc, l'examen, il va faire un examen pour les gens qui étaient vraiment impactés par l'embouteillage. Donc, c'est ce qu'il m'avait dit. C'était ça. Mais monsieur, on vient de recevoir un mail de sa part disant que ça aurait été le dernier CC et c'est pour tout le monde et c'est jeudi matin en fait. Bon, donc, ma dernière discussion avec lui, c'était sur ça. C'était sur ça. Donc, je vais lui demander je vais essayer de confirmer pour vous, mais ce qui est important, essayez de travailler. Donc, vous aurez une réponse et après le cours, vous aurez une réponse, hein. Donc, je vais envoyer un message à l'un d'entre vous, juste pour partager aux autres. Je vais essayer de l'appeler directement, comme ça, il va me dire, donc, si c'est pour tout le monde ou bien si c'est seulement pour... Parce que normalement, de toute façon, donc, pour l'examen optique, donc, vous aurez ça quand même de toute façon. Mais je vais confirmer si jeudi, vous aurez ça jeudi. Parce que la semaine dernière, je n'étais pas disponible, c'est pour ça que je n'avais pas parlé avec vous. Vous serez au courant de toute façon, hein? Ne vous inquiétez pas. Continuez avec le cours d'aujourd'hui, donc même si c'est pour jeudi. Donc, vous aurez quand même assez d'optique pour participer dans le cours. Essayez de travailler, je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail, donc par téléphone. Et si vous pouvez aller dans mon espace EQ6, donc vous pouvez faire tout ça. OK. L'exercice numéro 3. Mais je vais confirmer pour vous et après le cours. Hein, après le cours, vous serez au courant. Donc, l'exercice numéro 3. Alors, je vous laisse réfléchir sur l'exercice numéro 3 et donnez-moi expliquez-moi vos démarches. Hein, comment vous avez fait pour... Normalement, est-ce que j'ai déjà fait ça? Je ne sais pas, est-ce que c'est avec le groupe 1? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe 2 ici, là, dans le cours maintenant, là? Dans le groupe 4, il n'y a pas de... Il y a seulement le groupe 1 ici pour l'instant? Oui, je crois, oui. Oui. Seulement le groupe 1. Bon, c'est pas de souci, c'est pas grave. Donc, essayez pour moi l'exercice numéro 3. Dans le groupe 1, normalement, j'ai déjà fait ça avec vous dans le groupe 1, exercice 1, 2, 3. N'est-ce pas? Oui. Ah, OK. Oui. Bon, je ne me souviens pas, c'est pour ça que je suis obligé de refaire tout ça.
Et les autres groupes, j'ai enregistré le groupe pour que je puisse partager aux autres. Donc, l'exercice numéro 3, donc on avance comme c'est déjà fait, j'avance. Je préfère de commencer par le commencement pour être sûr que c'est fait. Et comme ça, ceux qui sont absents, même si ce n'est pas dans le groupe 1, dans le groupe 2, donc ils auront quand même la chance de suivre encore le groupe. OK. Et après, alors, pour le groupe 3, alors je veux le contact d'une personne dans le groupe 3, dans le groupe 4. Donc, si c'est possible, et après, essayez de m'envoyer ça sur mon numéro de téléphone. Le numéro d'une autre personne, dans le groupe 4 ou bien dans le groupe 3, une autre personne. Donc, mais c'est après le cours. OK. L'exercice numéro 3. Okay. Mais parfois, ça baisse un petit peu. Voilà, ça va aller maintenant. C'est bon. Un rayon lumineux incident SI se réfracte en I à la surface de séparation de l'air et de l'eau. L'angle d'incident est de 60 degrés. Dans l'eau, le rayon réfracté I' rencontre un miroir plan dont le plan fait un angle alpha avec la surface du dioptre RO. Il se réfléchit suivant I' second et rencontre en I second le dioptre RO. Calculez l'angle alpha de façon que le rayon I second subisse la réflexion totale en I second. On donne l'incidence, on donne l'indice de l'eau petit n qui est égal à 4 tiers. Donc, pour l'exercice I3. Donc, écrivez ça, regardez dans la deuxième pour, c'était noté, donc je pensais que ce n'était pas là. Donc, pour l'exercice I2, donc, I3 est indépendant de I1 et I2. Il est fonction uniquement de alpha. Ah, j'ai oublié de noter alpha là. Pour l'exercice I2. Il est fonction uniquement de alpha. Il faut mettre alpha là. Donc, c'est la fin de l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2 encore, j'ajoute quelque chose. Mais ce n'est pas une obligation. Hein, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, si alpha est égal à pi sur 2, l'angle qui forme entre les deux rayons, les rayons sont parallèles. Si alpha est égal à pi sur 2. Et si alpha est égal à pi sur 4, les rayons sont perpendiculaires. Donc, je vais enlever ça. Donc, j'ai oublié, j'enlève ça pour vous. Comme ça va pas être un petit peu plus lisible. Donc, si vous pouvez faire une capture d'écran juste pour aller plus vite, ce sera plus intéressant. Et pour l'instant, je suis toujours dans l'exercice 2. J'ai oublié cette partie-là. Si alpha égale à pi sur 2, donc c'est-à-dire pi sur 2, c'est 90 degrés. C'est-à-dire si le miroir M1 fait un angle de 90 degrés par rapport au miroir M2, donc les rayons sont parallèles. Donc là, je devrais faire le schéma juste pour voir. C'est-à-dire le rayon incident est parallèle au rayon réfléchi. Donc si alpha est égal à pi sur 2. Mais si alpha est égal à pi sur 4, le rayon incident est parallèle au rayon réfléchi. Donc c'est tout ça. Donc si vous faites vous modifiez le schéma, vous allez observer tout ça. Donc l'exercice numéro 3 maintenant, c'est ça le plus important. C'est l'exercice numéro 3. Voilà. Bon, pourquoi il y a tout ça? J'enlève tout ça à côté. Juste pour nettoyer l'écran. J'enlève tout ça. Tout ça, tout ça. OK. Bon, c'est bon pour l'instant. Voilà. Donc, c'est une partie du schéma. Donc, ici, un rayon incident SI se réfracte en I. Donc, où est le rayon incident? Je vais tracer le rayon incident. Donc, je montre déjà la normale pour N'. Donc, voici mon rayon incident. Donc, je fais ici, je trace la normale, normale N'. Donc, le plus ici, voici le sens du rayon incident. Le rayon incident, SI. Ici, on a S et I. Et puis, le sens n'est pas encore noté. S et I. Le rayon incident SI. Le rayon
se réfracte en I. Voici le point I. Donc, ça dit, on dit le rayon se réfracte en I, c'est-à-dire le rayon va passer d'un milieu à un autre milieu. C'est ça la réfraction de la lumière. La réfraction de la lumière, c'est lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre milieu. Donc, on nous a dit que le rayon va se réfracter en I à la surface de séparation de l'air et de l'eau. Effectivement, c'est-à-dire le rayon va sortir de l'air pour entrer dans l'eau. Donc, on dit l'angle d'incidence, l'angle qui se trouve ici, là, est égal à 60 degrés. Dans l'eau, le rayon réfracte en I'. Donc, ici, donc, le sens du rayon dans l'eau, I', donc ça nous donne ça. Donc, normalement, mon I' devrait être là. Hein. I', d'accord, mon I' c'est là. Ensuite, on dit dans l'eau, le rayon réfracté I' rencontre un miroir plan dont le plan fait un angle alpha avec la surface du job RO. Donc ici, dans l'eau, il y a un miroir plan. Donc, on nous a dit que le miroir fait un angle. L'angle que forme le miroir par rapport au plan là est égal à alpha. Donc, tout ça, c'est juste une sorte d'interprétation du schéma. On dit, il se réfléchit suivant en I', I second. Le rayon va réfléchir en I', I second. Donc, voici le sens de la flèche. I', I second. Donc, le rayon s'oriente dans ce sens-là. Donc, on dit calculer l'angle alpha de façon que le rayon I second subisse la réflexion totale en I second. On nous a demandé de trouver l'angle alpha qui se trouve là, de façon que le rayon I' second, d'accord, subisse une réflexion totale. Donc, si ce rayon subisse une réflexion totale au point I second, donc c'est-à-dire le rayon en arrivant ici, le rayon va s'orienter, va parallèle par rapport au plan là. Donc, voici la flèche. Donc, le rayon s'oriente dans ce sens-là. C'est-à-dire, donc, le rayon ici, là, par rapport à la normale, N' fait un angle de 90 degrés. Il y a 90 degrés ici. Donc, quelle est la question posée? Donc, on nous demande de déterminer la valeur de l'angle alpha. Donc, on sait bien que l'indice de réfraction de l'eau, ça donne est égal toujours à 4 tiers. Et l'indice de réfraction de l'air, ça donne 1. Et l'indice de réfraction du verre, c'est toujours 3,5. C'est-à-dire 1,5. Donc ici, moi, je trace une normale pour cette partie-là. D'accord? Pour la surface du miroir. Par rapport à la surface du miroir, donc voici la normale. Une autre normale. Donc ici, voici mon angle d'incidence. Et je vais tracer l'angle qui se forme ici, là, et tous les autres angles qui se trouvent ici, là. Donc, c'est ce qu'on va tracer pour l'instant. Voilà. Ici, on appelle ça l'angle I1, et de l'autre côté, on appelle ça l'angle I2. C'est l'angle pour le rayon réfracté. Et ensuite, nous avons aussi l'angle I3 qui se forme ici, et l'angle qui se trouve là est égal à l'angle qui se trouve là. C'est-à-dire, nous avons 2 fois I3. Ici, là. Et l'angle qui se trouve là, j'appelle ça l'angle I4. Donc, ici, nous avons différents types d'angles. Donc, c'est tout pour le schéma normalement. Donc, c'est tout, c'est terminé. Donc, pour trouver l'angle qui se trouve là, donc maintenant, ici, donc l'angle qui se trouve là, il est situé dans une autre triangle qui se trouve là. Donc, c'est-à-dire, dans cette partie-là, donc je vais faire ça de manière séparée juste pour être plus visible la valeur de l'angle. Comment je fais pour trouver la valeur de l'angle qui se trouve là? Donc, premièrement, ici, si on considère le triangle I' second, I' second. N'oubliez pas que je cherche la valeur de l'angle qui se trouve là. Dans le triangle I' second, n'oubliez pas, dans un triangle, la somme des angles est égale toujours à 180 degrés. C'est ça qui m'intéresse. Somme des angles, 180 degrés. Donc, pour le triangle qui se trouve dans cette partie-là, I' second, donc on va déterminer la somme des angles. Donc, quelle est la valeur de l'angle qui se trouve là, l'angle I là? L'angle qui se trouve là, c'est cet angle-là. Donc, ça,
De ici à ici, on a un angle pi sur 2, moins cette partie, c'est-à-dire l'angle I est égal à pi sur 2 moins I2. Donc, voici la valeur de l'angle I. Maintenant, l'angle I'. L'angle I', c'est cet angle-là. C'est I3 plus I3. Ça donne 2I3. Plus l'angle I4. L'angle I4, je vais faire la même chose. C'est pi sur 2 de ici à ici. Ça fait pi sur 2 moins I4. Comme ça, je vais trouver cette partie-là. Donc, pi sur 2 moins I4. La somme des angles dans un triangle rectangle est égale à l'angle pi. Pas l'angle pi, on ne dit pas l'angle pi, on dit pi est égal à pi. La somme des angles dans un triangle rectangle est égale à 180 degrés. Là, je dis pi en degrés est égal à 180 degrés. Maintenant, on va faire la même chose. Donc, je vais additionner pi sur 2 plus pi sur 2. Dans l'exercice précédent, ça donne pi. D'accord? Pi sur 2 plus pi sur 2, ça donne pi. Et ensuite, si on factorise, ici on a pi moins I2 plus 2I3 moins I4 égale à pi. Et si je transpose le pi qui se trouve là ici, il va me rester tout ça, moins I2 plus 2I3 moins I4 égale 0. Et ça me permet d'écrire 2I3 qui se trouve là, 2I3 égale, c'est I2 plus I4. Voilà, donc ça veut dire I2 plus I4 égale à 2I3. Donc, pour le triangle, ici, je vais reproduire cette partie-là de l'autre côté, un petit peu plus bas là. Hein. Je reproduis cette partie, donc ça, c'est la partie toujours pour le schéma. De manière ici, ça c'est cette droite-là, le miroir. Le miroir forme un angle alpha, donc je suppose que c'est ça le miroir. Ça forme un angle alpha ici. Donc ici, c'est cette partie-là. Donc, je recopie tout ça de l'autre côté-là. Donc, ici, cette droite-là, ça c'est la normale que je trace ici. Donc, cette droite-là, je continue ça sur le miroir. Donc, c'est toujours ce triangle-là. Donc, je reproduis toute cette partie-là. Cette partie-là, donc je le mets là. Juste pour mieux m'orienter par rapport à l'angle alpha. Voilà. Ici, on a toujours I2. C'est toujours I2. Ici, et nous avons alpha. Alpha qui se forme là, c'est l'angle alpha qui se trouve là. Il est égal à l'angle qui se forme de ce côté-là. Voilà, on a cette partie. On a les autres parties. Donc, c'est une sorte de reproduction. Juste pour vous expliquer. Donc, toujours, I3 est toujours là. Voici alpha. À l'angle qui se trouve là est égal à l'angle qui se trouve de ce côté-là. C'est-à-dire, ici, on a alpha. Ici, nous avons encore alpha. Donc, de la même manière, nous avons ici, c'est toujours I, I', N. Regardez, c'est I', je note ça N comme étant la normale. Cette normale-là. Donc, je peux l'écrire ici, là. C'est toujours la même chose. Voilà. Donc, pour cette figure, maintenant, on va considérer ce triangle. Pour ce triangle-là, donc, on va déterminer la somme des angles pour le triangle I', N'. Pour le triangle I', N', nous avons pour l'angle I, nous avons I2 ici. Ensuite, pour l'angle N que nous avons, N, c'est ici, c'est tout ça. D'accord? Ici, l'angle N, pour cette partie-là, c'est 2 ici à ici, nous avons pi sur 2. D'accord? Ici, 2 ici à ici, nous avons pi sur 2. D'accord? Si ça, c'est la normale. De ici, de ici à ici, nous avons pi sur 2. Ici, nous avons I2 pour l'angle I2, plus ici, pi sur 2 moins I3. Pourquoi ici, nous avons pi sur 2 moins I3? C'est là. L'angle qui se trouve là, c'est tout ça. De ici à ici, nous avons 90 degrés. 90 degrés, c'est pi sur 2. Si je veux déterminer la valeur seulement pour ça, ça me donne pi sur 2 moins I3 qui va me donner l'angle pour cette partie-là. Donc, pi sur 2 moins I3. Plus, pi sur 2 plus alpha. Ça, c'est tout. Pi sur 2 plus alpha, c'est ça là. Si ça, c'est une normale.
Puis, si je veux déterminer l'angle N pour toute cette partie, donc, pi sur 2, c'est ça, plus cette partie-là qui me donne alpha, pi sur 2 plus alpha. La somme des angles dans un triangle rectangle est égale à pi, c'est-à-dire 90 degrés. J'additionne pi sur 2 plus pi sur 2, ça donne pi. Et ensuite, si je transpose pi, ça me donne pi moins pi, vous aurez 0 ici. Et il va nous rester I2 moins I3 plus alpha égale 0. Ce qui nous permet d'écrire I3 égale I2 plus alpha. Donc, voici ici, nous avons I3 égale I2 plus alpha. I2 plus I4 est égal à 2 I3 et I3 ici est égal à I2 plus alpha. Donc, ici, je peux remplacer I3 dans cette expression-là. Je vais remplacer I3 par I2 plus D alpha. Donc, ce qui me permet d'écrire I2 plus I4 est égal à 2 fois alpha et 2 fois I3. I3, c'est I2 plus alpha. Donc, je vais enlever les parenthèses, ça me donne I2 plus I4 est égal à 2I2 plus 2 alpha. Ça me donne ça. Donc, ici, on a I4 égale. Donc, ici, nous avons I2. Je vais transposer ça à droite. J'aurai 2I2 moins I2, ça donne I2 plus 2 alpha. Voici la valeur de I4. D'accord? Donc, voici la valeur de I4. Mais ce qui m'intéresse, c'est trouver la valeur de cet angle. Donc, pour trouver la valeur de cet angle, je vais appliquer la méthode de la loi Smith-Descartes. Donc, c'est-à-dire N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Mais pour la réflexion totale, donc, c'est cette formule-là, c'est N sinus, la valeur de l'angle limite pour la réflexion totale, est égal à 1. Donc, ici, c'est écrit supérieur ou égal à 1 pour la valeur de I4. Dans quel angle? Ici, vous regardez, I4 est égal à cette valeur, vous regardez I4. C'est en I secondes que nous avons la réflexion totale. D'accord? Ici, c'est ici que nous avons la réflexion totale. Ici, on a la valeur de l'angle I4. L'indice de ce milieu-là, c'est de l'eau. Et si ça sort, donc ici, nous avons l'air. C'est-à-dire NO sinus I4. I4 est égal à I2 plus et 2 alpha est égal à NR sinus pi sur 2. Donc ici, pi sur 2, ça forme un angle de pi sur 2. Sinus pi sur 2 est égal à 1. L'indice de réfraction de l'air est égal aussi à 1. C'est pour ça que je remplace tout ça par 1. Si vous appliquez la formule de la loi du Smith-Descartes, c'est la même chose. Mais cette fois-ci, c'est pour la réflexion totale. Que vous avez ici, nous sommes écrits supérieur ou égal à 1. Ce qui nous permet d'écrire, donc, le sinus de tout ça est égal à 1 sur l'indice de réfraction de l'eau. L'indice de réfraction de l'eau est égal à 4 tiers. 1 sur 4 tiers, ça me donne 3 quarts. Donc, ce qui me permet d'écrire toute cette relation. Donc, I2 plus 2 alpha supérieur ou égal à 3 quarts. Donc, ici, ça me permet d'écrire I2 plus 2 alpha est égal, c'est arc de 3 quarts. Arc sinus de 3 quarts doit être égal à cette valeur. Essayez de confirmer pour moi si je n'ai pas fait d'erreur, si ça donne cette valeur effectivement. Donc là, j'ai trouvé la valeur, ici c'est pour la valeur de I4. I4 doit être supérieur ou bien égal à cette valeur. Donc, pour trouver ici, I4 est égal à I2 plus 2 alpha. Et si je veux déterminer la valeur de, ici, je fais une petite marche arrière, I4 est égal à I2 plus 2 alpha. Donc, la valeur que j'ai trouvée là, donc c'est la valeur de I4. Maintenant, si je veux déterminer, n'oubliez pas que je cherche alpha. Pour trouver alpha, il faut connaître I4, il faut connaître I2. Pour trouver I2, donc I2 se trouve là, dans cette partie-là. Là, je vais appliquer toujours la loi de Smith-Descartes. C'est I1 sinus I1 est égal à I2 sinus I2. Donc, voici la formule. Est-ce que c'est noté? Voilà, c'est noté. Le milieu N1, c'est le milieu l'air, l'indice de réfraction de l'air.
Milieu N2, c'est le milieu c'est de l'eau. Donc, on va utiliser l'indice de réfraction de l'eau. Donc, ce qui nous permet de trouver I2 est égal à cette valeur. Je connais N1, l'indice de réfraction de l'eau, c'est 1. Sinus I1, l'angle d'incidence, c'était 60 degrés. NO, l'indice de réfraction de l'eau, c'est 4 tiers. Sinus I2. Je remplace toutes les lettres par ces valeurs et comme ça me permet de trouver I2 égale à arc sinus, la valeur que vous allez trouver. Et donc, vous allez trouver enfin cette valeur. Donc, n'oubliez pas que I4 est égal à I2 plus B alpha. D'accord? Donc, ce qui me permet de trouver une valeur pour alpha. Donc, c'est-à-dire alpha doit être supérieur à I4 moins I2. Donc, ça sort où? Hein? Ça sort où? Ça sort là, dans cette formule-là. Je fais une petite marche arrière. I4 est égal à I2 plus D alpha. Donc, c'est comme si nous avons I4 supérieur ou égal à I2 plus D alpha. Donc, nous jouerons tout ça à la fin. OK? I4, alpha est égal à cette valeur. I4, c'est cette valeur-là, moins I2, cette valeur qui donne ça. Donc, voici la valeur de alpha. Donc, alpha me donne ça. C'est 4,04 degrés. Donc, c'est un petit peu... Ça paraît plus long, mais ce n'est pas trop long. Donc, j'applique j'applique la méthode. Et seulement la méthode de Smith Descartes. Donc, la méthode de la loi pour la réflexion et réfraction de la lumière. Donc, et ensuite, dans le cas où on a une réflexion totale. Est-ce que c'est clair? Dites-moi où vous avez des difficultés sur cette partie. Dites-moi. Et dites-moi où vous avez des difficultés sur cette partie. Donc, Karen est perdue. OK, voilà. Dites-moi où. Dites-moi où exactement. Donc, je fais une petite marche arrière. Donc, une petite marche arrière. Tu vas me dire, est-ce que c'est la première ligne? Est-ce que c'est la deuxième ligne? Donc, nous sommes là. Regardez bien si vous avez compris les deux schémas. Ce schéma-là, ce schéma-là, je le reproduis un petit peu plus bas. C'est-à-dire cette partie-là. Donc, je vais essayer d'identifier clairement la partie. Donc, c'est-à-dire c'est cette partie-là. Voilà. Et même pas tout ça, hein, donc ça arrive seulement cette partie-là. Ça passe comme ça, là. Bon, je laisse ça comme ça. Donc, je peux l'enlever quand même je l'enlève tout ça. Donc, c'est-à-dire c'est ici, là. Ah non, il ne faut pas noter. Voilà. Donc, là, ça va. Donc, c'est cette partie-là. Ah non, non, désolé. Voilà. Là, ça va aller. C'est cette partie-là. Voilà. Donc, cette partie-là, je le reproduis de l'autre côté, là. OK. Donc, il me semble qu'il y a une petite question. Moi, je me suis perdu là, finalement, ça va pas. Donc, dites-moi où exactement, ne t'inquiète pas, dites-moi où. Est-ce que tu as compris ça? Dites-moi si tu as compris ça. Est-ce que tu as compris la première ligne? Si c'est là, dis-moi. Si c'est là, dis-moi. Si c'est là, dis-moi. OK? Donc, c'est toujours la même chose. Donc, premièrement, je considère le triangle I', I' second. Parce que l'objectif, je veux déterminer la valeur de l'angle I4 là, la valeur ici là. Mais la question, c'est de trouver la valeur de alpha. Donc, c'est ça cette question. Donc, dans le triangle I' second, donc je fais la même chose. La somme des angles est égale à 180 degrés. Somme des angles, c'est-à-dire ici, l'angle qui se trouve là, plus l'angle qui se trouve là, plus l'angle qui se trouve là. Je fais somme des angles égale 180 degrés. L'angle qui se trouve là, c'est quel angle? C'est l'angle, et c'est pi sous 2, d'accord? Moins I2. Et l'angle qui se trouve là, cette partie-là seulement, c'est I3 plus I3, ça fait 2I3.
Et ici c'est pi sur 2, tout ça, moins I4. Donc, c'est terminé. Et après, j'additionne le terme en pi et en pi sur 2. Et après, je transpose et I2 plus I2 et I4. Donc, il va mieux, je reste à la fin. I2 plus I4 est égal à 2 fois I3. Ou bien 2 fois I3 est égal à I2 plus I4. Ou bien je peux dire I3 est égal à I2 plus I4 divisé par 2. Et après, je vais dans l'autre triangle. Le triangle I, I', N'. Je mets la normale N' ici. Donc, ce n'est pas une obligation de reproduire le triangle. Donc, pour le rendre un petit peu plus visible, le triangle qui était là, cette partie-là, je le mets là. Ici, l'angle qui, ici, voici l'angle alpha. L'angle qui forme entre cette partie-là, voici la normale. Ici, nous avons un angle ici, là. L'angle qui se forme entre la normale et cette partie-là, donc j'appelle ça alpha. Pour trouver alpha, je fais comment? Voici une droite, cette droite-là, il est perpendiculaire à cette droite-là. D'accord? Ici, cette droite-là est perpendiculaire à cette droite-là. Donc, c'est-à-dire, ici, la droite qui passe comme ça, là, qui fait un angle alpha, là, il est égal à la droite qui passe, et l'angle qui forme cet angle-là par rapport à la droite qui est perpendiculaire à la normale là. Donc, il est égal, cet angle qui se trouve là est égal à l'angle qui se trouve là. Donc, vous regardez bien les droites qui se croisent comme ça. Donc, l'angle alpha là, c'est la même chose là. Si ici c'est 20 degrés, ça aussi c'est 20 degrés. Si ça c'est 30, ça c'est 30. Donc, ça me permet de faire la somme des angles pour le triangle I', N'. Ici là. L'angle I2, je mets I2. Ensuite, I3, pas I3, l'angle I' qui se trouve là, c'est tout ça, c'est pi sur 2, moins I3 qui me donne cette partie. Et pour cette partie, ici, c'est pi sur 2 plus cette partie-là. C'est-à-dire plus alpha. Donc, la somme des angles est égale à pi. Et après, j'additionne les termes en pi. Donc, pi sur 2 plus pi sur 2, ça donne pi. Et si je transpose pi ici, j'aurai pi moins pi, ça donne 0. Et après, il va me rester seulement I2 moins I3 plus alpha. Donc, I2 moins I3 plus alpha, je transpose. Et ici, nous avons alpha égale I3, pas alpha, I3 égale I2 plus alpha. Donc, ici, je transpose I3 ici. Il va me rester seulement I2 plus alpha. Et comme ça, je connais I3. Je peux remplacer I3 là. Donc, ici, je peux noter cette équation. Vous devez faire ça. Je ne vous l'ai pas fait. Comment je vais faire pour... Voilà. Je peux noter cette équation là. Équation 1. Donc, si je note ça 1. Et ici, attendez. Ici, on a 1. Je peux remplacer I3 dans 1. Voici I3, je remplace I3 ici. Ça me permet de trouver cette relation. Et comme ça, I2 plus I4, 2 fois I2, ça donne 2 I2, 2 alpha. Ok, après, je transpose le I2 qui se trouve là, je le mets là. Et ça me permet d'écrire I4 égale 2 I2 moins I2, ça fait I2. Le 2 alpha qui était là, voici ce 2 alpha. Donc, ça me permet de trouver cette expression pour I4. Donc, j'applique la formule pour lorsque vous avez une réflexion totale. C'est dans le cas, hein, regardez bien les notes sur la réflexion, sur la réfraction de la lumière. Donc, les formules sur la réflexion totale. Donc, ici, donc, après quel angle que vous avez la réflexion totale. Donc, c'est tout ça là. C'est après l'angle I4 que vous avez trouvé là. Donc, ici, le rayon réfracté qui se trouve là, donc ça forme un angle de 90 degrés par rapport à la norme, ça donne un angle de pi sur 2. Donc ici, en appliquant la formule de Smith Descartes, c'est N
c'est l'indice de fraction de ce milieu-là fois sinus l'angle de ce milieu est égal à l'indice de fraction de l'autre milieu fois sinus de l'angle de réfraction de l'autre milieu. Donc, comme ici, il y a une réflexion totale, donc ça me permet d'écrire tout ça. Ça me permet d'écrire tout ça. Donc, le sinus de tout ça est égal à 1 sur l'indice de fraction de l'eau. Je connais la valeur de l'indice de fraction de l'eau. Je le connais. Et comme je le connais, donc c'est 3 quarts. Donc, ça me permet d'écrire les valeurs. Donc, je fais le calcul, c'est-à-dire tout ça est égal à arc sinus de, c'est-à-dire tout ça là, tout ça c'est I4. D'accord, I4. Ici, tout ça c'est I4. I4 est égal à arc sinus, ou bien je peux écrire sinus moins 1 ou arc sinus. Donc, c'est la même chose. Sinus moins 1 de 3 quarts. Donc, prenez vos calculatrices, tapez sinus moins 1 de 3 quarts. Dites-moi réellement si ça donne cette valeur. Est-ce que ça donne cette valeur? Est-ce que ça donne I4, c'est I2 plus 2 alpha. Est-ce que ça donne 48,58? Donc, si ça donne ça, donc, et après, je reviens en arrière pour cette partie. Pour cette partie-là, je vais appliquer la même formule pour la réfraction de la lumière. Donc, cette formule-là, premier milieu, c'est R, l'autre milieu, c'est l'eau. Donc, ça me permet de trouver I2 est égal à cette valeur parce que je connais I1, je connais NR, je connais NO. Et après, je reviens là. Donc, ça me permet de trouver cette valeur pour alpha. Donc, c'est tout sur cette partie. Voilà. Donc, là, de l'autre côté, c'est la résolution de l'exercice 4. OK. Donc, ce que vous devez faire, après le cours, essayez de refaire tout l'exercice. Essayez de refaire, de retravailler. Et si vous avez toujours des questions, des difficultés, donc n'hésitez pas de me contacter pour être clair. Voilà. Pour l'exercice I4, c'est plus facile, c'est très facile, c'est pas compliqué du tout. Donc, regardez pour nous le schéma de l'exercice I4. Ici, nous avons ça, ici, un triangle normalement. Mais c'est dans le cas d'un plus. Un triangle. Ici, nous avons ici un angle qui se forme ici, là. Ici, nous avons un angle droit. Un angle droit mesure combien de degrés? C'est toujours 90 degrés. Et ici, de l'autre côté du triangle, nous avons ici l'angle alpha. Et ici, nous avons l'angle alpha. Donc, pour l'instant, je ne connais pas la valeur de l'angle alpha. Un rayon arrive sur un rayon traverse cette surface de manière perpendiculaire et tombe sur la face oblique et sur cette face-là, sur l'hypoténuse là. Donc, et le rayon va complètement réfléchir. Donc, ça serait dans l'autre face. Donc, c'est ça là. On dit d'après la figure ci-côte, à quelle relation doit satisfaire l'indice petit n de fluide isocèle rectangle pour que l'on se trouve dans le cadre de réflexion totale. Donc, à quelles conditions que l'indice de fraction, il me semble qu'il y a une petite question. Ah, on m'a dit qu'il y a de l'écho. OK, donc je pense que ça a mis d'autres. Donc, si ça continue, dis-moi. Donc, peut-être c'était mon portable, parce que j'ai branché mon portable juste pour voir si ça passe bien, s'il y avait un petit coupure pour que je puisse immédiatement identifier ça. OK, merci. On m'a dit c'est bon. Voilà. Donc, ici, voilà. Donc, vous avez tout ça donc, sur le schéma. Donc, ça, cette droite-là, c'est la normale. Hein, cette droite-là. Cette droite est perpendiculaire par rapport à la surface, à cette partie oblique et pas oblique. Et bon, quand même, c'est oblique aussi. C'est à l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc, je trace l'angle, je note sa langue R'. Ici, l'angle R'. Donc, c'est une sorte de notation. Donc, dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. C'est-à-dire pi. Ici, si on a un angle droit ici, un angle droit mesure 90 degrés.
Ici, si j'appelle ça alpha, alpha, donc ça veut dire dans le cas où l'angle qui se trouve là est égal à l'angle qui se trouve là. Pourquoi j'appelle ça alpha et ici je note encore alpha? Pourquoi pas bêta? Ça peut être bêta. Parce qu'on m'a dit, regardez bien, c'est un prisme isocèle rectangle. C'est-à-dire donc, un triangle isocèle, c'est un triangle qui possède deux côtés égaux. Donc, de la même manière, pour un triangle isocèle, c'est un triangle qui possède deux angles égaux aussi. Donc, c'est-à-dire l'angle qui se trouve là doit être égal à l'angle qui se trouve là. C'est pour ça que je mets alpha ici, je mets alpha ici. Donc, ça me permet d'écrire l'angle qui se trouve là, pi sur 2 ici, plus alpha égale à pi. Donc, ce qui nous permet d'écrire, il y a d'autres relations, je peux écrire ça, donc pi sur 2 plus 2 alpha égale à pi. Donc, ça peut me permettre de trouver la valeur de l'angle alpha. Et maintenant, on m'a demandé de trouver à quelles conditions satisfait l'indice n d'un prisme isocèle pour que l'on se trouve dans le cas d'une réflexion totale. Donc, on applique la formule. Ici, cet espace cellulaire, c'est-à-dire en dehors du prisme, tout ça, c'est cellulaire. Et ici, à l'intérieur, on a le prisme. Donc, c'est juste, je vais appliquer la formule toujours de D4. La formule de D4 qui me permet d'écrire N R sinus I1, donc, est égal à N prise sinus IC, c'est-à-dire l'angle critique. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une réflexion totale. Donc, regardez bien, ici, regardez bien, vous voyez bien que le rayon incident qui traverse cette surface-là, le rayon est perpendiculaire par rapport à ce côté-là. Donc, c'est écrit dans le document. S'il est perpendiculaire, c'est pour ça que cet angle est égal à pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. D'accord? Sinus pi sur 2 est égal à 1. Si sinus pi sur 2 est égal à 1, j'aurai à la fin NR est égal à NP sinus C. NP, c'est l'indice de fraction à l'intérieur du prisme. C'est-à-dire le rayon sort de l'air pour aller à l'intérieur du prisme. Ce qui me permet d'écrire, d'accord, ce qui me permet d'écrire ici, là, donc, sinus IC est égal à NR sur NP. Ici, là, j'ai noté R' est égal à pi sur 4. Dans quel cas R' est égal à pi sur 4? Donc, si vous pouvez faire ce petit calcul pour moi là, donc ça c'est pi sur 2, plus 2 fois alpha, ici, égal à pi. Donc, ici, dans le cas d'un prisme rectangle isocèle, l'angle qui se trouve ici, là, R', l'angle qui se trouve ici, là, est égal à pi sur 4. Dans le cas d'un prisme isocèle rectangle, l'angle qui se trouve là est égal à pi sur 4. Donc, ça me permet d'écrire, excusez-moi, le R'C est égal à IC. Donc, je remplace IC par R', c'est-à-dire par pi sur 4. Donc, ce qui me permet d'écrire NP est égal à NR sur sinus pi 4. Et pas pi 4, pi sur 4, désolé. Donc, ça me permet de trouver une valeur de 1,41 pour l'indice de réfraction. 1,41 pour l'indice de réfraction. OK? Donc, c'est-à-dire, donc ça c'est l'angle. Donc, pour trouver une réflexion totale du prisme, il faut que cet angle doit être égal à, ou encore, ça peut être strictement supérieur à 1,41. C'est-à-dire l'indice de réfraction. Il faut que l'indice de réfraction du prisme, c'est-à-dire petit n du prisme, NP c'est n prisme, doit être approximativement égal à 1,41 pour trouver une réflexion totale. OK. Et ensuite, de l'autre côté, où je cherche le PD, on m'a dit,
À partir de ce prisme, proposez un montage permettant de renvoyer en sens inverse la lumière. Donc, par quelle partie que le prisme peut renvoyer en sens inverse la lumière? Donc, je fais une petite marche arrière pour vous montrer. Regardez bien le prisme. Si le rayon rentre comme ça, donc ça va toujours sortir de cette manière. Pour que le rayon renvoie la lumière en sens inverse, c'est si le rayon rentre dans cette face-là. Le rayon va frapper ici, sur la première surface, il réfléchit ici et oriente ça dans l'autre direction. Donc, ça, c'est exactement à l'exercice 2. Donc, c'est-à-dire si l'angle alpha, l'angle qui se trouve là, et puis si les deux miroirs comme un angle de 90 degrés, les rayons réfléchis sont parallèles. Les deux rayons, les rayons incidents sont parallèles aux rayons réfléchis. Donc, c'est-à-dire, donc, si un rayon ne rentre pas cette face-là, sur cette face-là, le curseur a disparu, où est le curseur, voilà. Donc, voilà, c'est bon. Si le rayon rentre ici, et le rayon va arriver sur cette surface, et réfléchit, il tombe ici, et se rentre dans l'autre direction. Alors, je fais une petite schéma de cette manière. Donc, je vais essayer d'enlever tout ça, tout ce qui se trouve à côté là. Donc, j'enlève tout ça, parce que tout ça. Comme ça, voilà. Voilà. Donc, voilà. OK. Donc, ici, il va ici, on fait le schéma, le rayon rentre ici, et ça s'oriente dans cette direction, et ça descend. Donc, le rayon incident là est parallèle au rayon réfléchi. Donc, c'est-à-dire, donc, les deux rayons s'orientent, le rayon incident est opposé au rayon réfléchi. C'est-à-dire, donc, le rayon réfléchi donc, s'oriente dans le sens opposé par rapport au rayon incident. Donc, c'est comme ça. Si le schéma est comme ça, donc c'est ça qu'on m'a demandé de faire, de proposer un montage permettant de renvoyer en sens inverse la lumière. Donc, voici le montage qui peut renvoyer la lumière en sens inverse. C'est seulement dans le cas où le rayon rentre par la base, du prisme. Le rayon sort ici, s'oriente dans cette direction et retourne encore. Voilà. Donc, c'est tout pour l'exercice 4. L'exercice 4, je reviens un petit peu. Regardez pour nous, c'est seulement tout ça. Et le schéma après. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice 4? N'oubliez pas de vérifier un petit peu aussi les théories du cours, c'est très important. Est-ce que c'est clair pour l'exercice 4? Dites-moi si c'est clair pour l'exercice 4. OK. Pour Abigail, ça va. N'oubliez pas qu'il faut regarder aussi le cours. Hein. Il y a certaines choses. Si vous avez oublié ça dans le cours, donc moi je fais, c'est une sorte d'application du cours que je fais. Normalement, le professeur Bena, il a déjà expliqué tout ça normalement. Donc, il ne faut pas oublier des autres triangles rectangles, la somme des angles est égale à 180 degrés. Là, j'applique la loi de la réfraction de la lumière. La loi de la réfraction de la lumière. C'est ça qu'on appelle, qu'on applique ici là. Donc, pour l'exercice 4, c'est tout ça. Et l'exercice 5, donc c'est normalement, c'est notre du coup, c'est dans votre cahier. Donc, regardez pour nous l'exercice 5 dans le cahier. Donc, il est presque 13h, juste pour terminer. Donc, pour l'exercice 5, c'est ce schéma-là, vous avez le schéma. Donc, ce schéma-là, l'exercice 5. Donc, si vous avez ça déjà dans le document. Donc, on parle de le prisme est un MHTI. Donc, ça veut dire milieu homogène, transparent, isotrope. Milieu homogène, transparent, isotrope, limité par deux plans non parallèles. Deux plans non parallèles, ils sont à ce côté-là. Ça, c'est le premier plan. Le premier plan, c'est ça. Deuxième plan, c'est ça, non parallèle. C'est-à-dire, donc, les deux sont non parallèles.
et séparés par un indice de réfraction. Donc, ça, c'est important d'expliquer tout ça sur le prisme. Est-ce que vous avez compris pourquoi le rayon rouge là, donc ça fait tout ce petit schéma. Au lieu d'aller tout droit, ça descend ici. Même ici, au lieu de continuer son chemin tout droit, et ça s'écarte un petit peu ici vers la normale. Pourquoi? Essayez de regarder pour nous, surtout pour la réfraction de la lumière, c'est ça encore, c'est la même chose dans un prisme. Comment un rayon passe d'un milieu à un autre milieu? Quand est-ce qu'un rayon se rapproche de la normale et quand est-ce qu'un rayon s'éloigne de la normale? Le rayon se rapproche de la normale si ça sort d'un milieu moins réfringent pour aller vers un milieu plus réfringent. D'accord? Milieu moins réfringent pour aller d'un milieu plus réfringent. Et si le rayon sort d'un milieu plus réfringent pour aller d'un milieu moins réfringent, le rayon s'écarte de la normale. Donc, il se rapproche de la normale si ça sort d'un milieu moins réfringent pour aller vers un milieu plus réfringent. Ça se rapproche de la normale. Et dans le cas contraire, ça s'éloigne de la normale. Par exemple, pour sortir du verre pour aller dans l'air, ça s'écarte de la normale. C'est-à-dire que ça s'éloigne de la normale. Donc, voici l'expression du semelle des 4 que vous devez appliquer, surtout pour cette partie-là. Et pour l'autre partie, c'est cette partie-là. Donc, je vais reprendre tout ça dans un autre cours. La formule pour l'angle au sommet d'un prisme, normalement, vous avez ça avec le prof. Et la formule pour la déviation d'un prisme, vous avez tout ça là. C'est ça là. Donc, c'est ça qui nous permet d'écrire ici. Pourquoi ici on a ça? Dans le cas des petits angles, sinus I est égal à I. Sinus R est égal à R. On appelle ça loi des petits angles. Donc, ce qui nous permet d'écrire cette relation-là, l'indice de réfraction de l'air est égal à 1. Donc, comme ça, vous aurez sinus I est égal à NP sinus R. Donc, dans le cas des petits angles, quand on parle des petits angles, c'est dans le cas où on a des angles inférieurs à 10 degrés. Si les angles sont inférieurs à 10 degrés, donc on parle de cas des petits angles. Dans le cas des petits angles, I est égal à NR. De la même manière, I' est égal à NR'. C'est seulement dans le cas des petits angles. C'est des théories. Hein? Donc, ce qui me permet d'écrire la déviation de cette manière. D est égal à I, c'est NR. I', c'est NR', moins A. Donc, ça me permet d'écrire D de cette manière. R plus R', c'est A. A s'appelle l'angle au sommet. R, l'angle de réfraction. R', c'est deuxième réfraction. Donc, ça me permet d'écrire le D, la déviation de cette manière. Et je factorise par A, ça me permet d'écrire ça. Donc, c'est ça qu'on nous demande de déterminer, de montrer que D est égal à N-1A. Dans le cas des petits angles, il faut, donc, je tiens compte des petits angles, et puis, donc, j'ai démontré cette partie. Donc, tout ça, c'est notre du cours. Je pense que vous avez ça dans le cours. Ce n'est pas compliqué, seulement ça, c'est terminé avec l'exercice. C'est ça qu'on m'a demandé de terminer. Vous pouvez revenir au tout précédent, s'il vous plaît. Parlez un petit peu plus fort, je ne sais pas. Ah, ok. Vous pouvez revenir au diapo précédent, s'il vous plaît. Oui, oui. C'est bon. Ok, d'accord. Donc, ici, et après, je tombe là. Donc, on me demande de déterminer seulement ça. Donc, ça, c'est normalement, vous avez ça pour l'exercice 5. Regardez pour nous, regardez bien le cahier. Donc, normalement, c'est dans le cahier. Est-ce que c'est possible? Allez travailler, refaire tous les exercices. Les 5 exercices, essayez de refaire ça pour moi, s'il vous plaît, chez vous. Donc, si vous avez des questions, même aujourd'hui, même cet après-midi, vous pouvez profiter pour poser toutes les questions. Et demain matin, donc, au moment où vous avez des difficultés, et même pour les autres après. Donc, j'ai besoin d'une autre séance pour finaliser les autres exercices. Est-ce que c'est possible de planifier une autre séance? Dites-moi si c'est possible. Donc, si c'est possible, envoyez-moi un message cet après-midi, ou bien si c'est possible de le faire maintenant, vous pouvez utiliser l'espace chatroom
parce qu'il est déjà 13 heures, donc j'arrête là. Donc, si c'est possible, dites-moi comme ça, si c'est demain ou mercredi, si c'est possible de prendre une autre séance, donc dites-moi ça s'il vous plaît. Demain ou bien mercredi, donc parce que jeudi, je ne suis pas disponible jeudi. Ok, d'accord, ok, d'accord. Donc, je vous attends. Donc, il est déjà 13 heures, et donc on s'arrête là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours disponible et je suis disponible pour vous. Donc, merci pour votre participation. Donc, vous pouvez utiliser tous les moyens possibles pour communiquer avec moi. Et comme ça, s'il y a des petites notions que vous n'avez pas compris du coup, pour que tout le monde puisse rester sur la même longueur d'onde. Merci à vous tous. Essayez d'informer les autres groupes pour suivre le cours. Donc, je vais, comme le cours c'est enregistré, donc vous aurez ça. Et vous aurez le lien. Vous aurez le lien quand même pour regarder, pour réviser. OK, bye bye. Merci. On se voit demain ou mercredi. Je vous attends. Le plus important, c'est les lentilles encore. Le plus important. Ça, je veux faire ça avec vous de toute façon. Et des exercices sur lentilles. OK, bye bye. Ciao.